Pierre de Vallombreuse, depuis plus d'une trentaine d'années, vous parcourez le monde pour rencontrer et photographier ceux que l'on appelle les peuples premiers, les peuples autochtones, les peuples racines, aux Philippines, en Papouasie, au Mexique, au Groenland, au Sud-Soudan, en Chine. Vous avez partagé la vie de plus de 40 peuples autochtones et constitué un fonds photographique exceptionnel de plus de 150 000 photos. Des images qui ont été publiées dans les plus grands magazines comme Géo, Newsweek, Le Monde, El País. Alors merci Pierre de Vallombreuse de nous accueillir chez vous, dans votre atelier à Paris. Un atelier en bois avec de grandes baies vitrées. Ce lieu est déjà un voyage en lui-même. Il y a de grandes tables couvertes de planches contact et de tirages, de grandes photographies en noir et blanc au mur, des objets ramenés de vos voyages, des lances, des repose-têtes d'Éthiopie, des portraits de ceux qui ont compté dans votre vie, votre père, Joseph Kessel, Claude Lévi-Strauss, et puis de grandes bibliothèques remplies de livres, livres de photographie ou des récits de voyage. Est-ce que parmi tous ces livres, vous avez le livre de la jungle de Rudyard Kipling? Oui, j'ai le livre de la jungle, bien sûr. Il est là, toujours à portée de main? Oui, j'en ai plusieurs. J'ai deux versions. Une que j'ai retrouvée, c'était mon livre d'enfance, le livre de la jungle de mon enfance, avec une couverture rouge. Et une autre de poche qui m'a été donnée par un très bon ami à moi qui vient de décéder, qui est Bernard Gégou, qui était un grand scientifique français et un très très bon ami, un être très cher, un vrai citoyen. Alors vous vous doutez pourquoi je pose cette question. Les auditeurs peut-être pas, mais si je vous dis Baguera, ça vous dit quoi? C'est la villa où j'ai grandi, quand je suis né, à Bayonne. Mon père avait une villa à Biarritz qui s'appelait Baguera. Le nom de la panthère noire. Exactement. J'avais pas lu le livre de la jungle encore. Effectivement, c'était qu'une prédestination. Ce livre a beaucoup compté dans votre histoire, dans, je dirais, le façonnage de l'esprit du petit garçon que vous étiez. Oui, c'est un livre qui me faisait rêver, qui me faisait espérer et qui me donnait impossible. Donc je l'ai lu, relu peut-être une centaine de fois. J'avais même le disque. Je sais pas où il est, j'aimerais le retrouver. Un 45 tours, un 33 tours, un 60, je sais plus. Et donc j'écoutais avec le bruit, voilà. Donc c'est quelque chose qui me portait. Le goût du voyage vient de là. La jungle, aussi de la jungle, puisque c'est la jungle que vous aimez particulièrement. J'aime particulièrement. Je pense que ce livre, forcément, m'a énormément façonné. Et d'ailleurs, j'ai voulu devenir Mowgli. Et après, le goût du voyage, c'est mon père. Mon père était un grand voyageur. Il a une vie assez brillante d'aventure. Il était le plus jeune parachutiste commando des forces françaises libres à 15 ans. À 15 ans. À 15 ans. Donc il a été parachuté 2 ou 3 fois sur les lignes allemandes. Après ça, il a été chargé de la réinsertion sociale des bannières à Cayenne par le gouvernement de Gaulle. Après ça, il a fondé une banque au Maroc, une compagnie de transport au Brésil. Après, avec son avion, il est allé au Laos. Il est devenu l'ami du prince Souvanaphouma. Il était un des conseillers de Souvanaphouma. Il avait en même temps le Pam Pam, qui était une boîte de nuit, restaurant chic de Vientiane, où il organisait les rencontres entre le Pathet Lao communiste et les officiels gouvernementaux, les Français. Donc il était un peu un homme à la croisée de tout ça. Et il a fondé des léproseries en Afrique. Il a eu un journal gaulliste au Pays Basque où il s'est envoyé comme reporter pendant la guerre d'Indochine, vu que c'était un paracommando, qu'il y avait des choses. On a retrouvé des lettres. Et tout ça avant de vous avoir. Donc oui. Il vous a raconté ces histoires-là? Il m'a raconté beaucoup de voyages, énormément de voyages. Il m'a lu La Croisière jaune. C'est le seul livre qu'il nous a lu, mais La Croisière jaune, petit, ça nous faisait rêver. Effectivement, voilà, donc on avait deux voyages. C'est une figure tutélaire, on peut dire, qui a compté dans... Oui, bon, j'étais toujours extrêmement fier que mon père soit battu contre les nazis. Son père, lui, était aussi aviateur en 14-18. Après, était dans l'escadre espagnole de Malraux, il était aviateur. Il s'est battu donc contre l'aviation nazie et de Mussolini. Et après, il était résistant. Donc les deux figures, oui, c'était du lourd. Grand-père, le père. On se sent porteur d'un devoir de devenir aventurier quand on a des ancêtres aventuriers comme ça? Alors, sincèrement, en creusant un peu. Il s'est battu toujours pour une forme de liberté. C'était pas un voyageur aventurier. Quand il est parti en voyage, c'était avec son ami qui était le baron Empin sur son yacht et en Amérique latine. Et c'était des grands bons vivants. Ils aimaient les femmes, l'alcool donc lui, je sais ils ont fait un coup de feu dans un bordel à Caracas et des choses comme ça. Voilà un peu Donc mon grand-père était un homme de guerre. Kessel disait que c'était un grand guerrier, mais qui s'est battu pour des convictions.
Et puis voilà, il aimait les femmes et le whisky. Et se battre pour... Et mon père, lui, il a une vie différente. Mais c'est très ancré dans notre famille, de toutes les façons. Gène d'aventurier. Alors vous venez de citer Kessel, il y a sa photo, là je le vois, qui me regarde sur la gauche ici. Vous avez plusieurs photos de Joseph Kessel dans cet atelier dans lequel nous sommes. Vous l'avez connu, Kessel, il a aussi compté pour vous? Bah oui, quand on était petit, qu'on allait... Mon père, c'est celui qui a offert l'épée d'académicien de Kessel. Petit, chez ma tante, qui était une grande danseuse, qui était mariée à Jean Babilé, qui était un grand danseur, j'ai rencontré Kessel, qui venait là. J'ai même passé des vacances avec lui, où j'avais fait des petites installations avec des petits soldats en plastique. Je devais avoir 7 ans ou 6 ans. Et j'ai fait toute une organisation. J'ai demandé ce qu'il en pensait. Il a joué avec moi pendant à peu près 20 minutes avec ça. Donc il était, c'était. Et puis on parlait de Jeff, on le voyait, on entendait Jeff, c'est Joseph Kessel. Et donc forcément, après, quand on découvre, qu'on devient grand et qu'on voit que c'est le Lion qu'on lit, qu'on aime beaucoup, des Cavaliers plus tard, enfin, pléthore de livres, oui, ça donnait. Et j'ai le souvenir de quelqu'un d'extrêmement attentif et bienveillant, qui était très très attentif et très bienveillant. Votre père vous a dit un jour, Pierre de Vallombreuse, peu importe ce que tu fais, mais trouve un métier qui tient dans les mains, tu seras libre d'aller partout. Ce métier qui tient dans les mains, c'est l'appareil photo. C'est mon appareil photo. Et avec ça, je peux aller n'importe où. Cette phrase-là était importante pour le... Sur le moment, je l'ai pas compris. Vous aviez 15 ans quand il vous a dit ça. Oui, 15 ans ou 16 ans ou 17 ans. Un peu plus tard, peut-être 17 ans, 18 ans. J'étais un peu largué comme ça, je savais pas trop. J'ai eu beaucoup de mal à démarrer, à m'inscrire dans la société. Et donc, il m'a donné ça comme ça. Et puis ça, c'est resté. Comme je le voyais peu, c'est partie des rares phrases où vraiment qu'il ait pu me transmettre. Et effectivement, c'est plus tard que je me suis rendu compte que c'était exactement ce que je faisais. En gros, je continuais la vie d'aventurier, mais que j'en avais fait même un mode de vie et d'existence, puisque mon appareil me permettait d'en vivre et de mener des aventures infinies. Alors Pierre de Vallombreuse, et de raconter. Vous n'êtes pas devenu photographe tout de suite, hein. Vous vouliez d'abord devenir quoi? Dessinateur de bande dessinée? Oui, dessinateur de bande dessinée et dessinateur, donc faire de la bande dessinée, imaginer des histoires et les raconter aux gens, et faire aussi du dessin de presse, parce que j'ai toujours une vision politique de la vie, et tout de suite, donc pour moi le dessin de presse, ça me permettait d'affirmer mes idéaux éthiques, philosophiques, politiques. Et la bande dessinée, de raconter des récits, des histoires. J'étais baigné par Tintin, plus tard bien sûr Corto Maltese qui était devenir... Mais Tintin et Corto Maltese, c'est aussi des choses qui m'ont façonné. Donc voilà. Et donc, un premier voyage à Bornéo, quand j'étais étudiant aux Arts Déco, dans cette première année de tronc commun, on t'a de toutes les matières, et après on décide de rentrer en graphisme ou en scénographie. Moi qui me destinais au graphisme, j'ai fait un voyage à Bornéo, et là je me suis retrouvé au pied d'un fleuve, avec un matin à 4h ou 5h du matin, la brume qui s'élève, des oiseaux partout, ce fleuve qui disparaissait, des montagnes au loin, l'aventure infinie sans fin. Et je me suis dit, mais c'est ça ma vie, je vais pas imaginer des choses. J'ai une espèce de flash lumineux qui a irradié tout mon corps, ma tête. Ma vie était tracée. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ça a été important, là, cet instant-là. C'est un moment de révélation. C'est une vraie révélation. Parce que moi, j'ai le souvenir d'avoir été traversé presque par une espèce d'énergie. Voilà, tout d'un coup, le cœur, la tête, le corps, tout est touché. C'est une révélation, je voyais ça. C'était évident. Et ça, dans la jungle. Dans la jungle. Ma deuxième nuit dans la jungle, au bord d'un petit comptoir, avant de pénétrer vraiment à l'intérieur des terres de Bornéo, de rejoindre ces tribus au loin, on progresse. C'est un fleuve énorme, le Barham, donc on progresse avec un bateau. C'est un petit comptoir, il y avait un petit hôtel, des prémices, voilà, des petits magasins encore. C'était les derniers les avant-postes avant de partir vraiment dans l'intérieur. Et se réveiller le matin, se retrouver au bord du fleuve comme ça, promesses d'aventure infinie, et au lieu de les imaginer, j'allais les vivre. Et qu'est-ce qui me permet, en étant extrêmement léger et libre donc, c'est la photographie. Pas le documentaire filmé, hein, la photo. La photo, on est tout seul, tout tient dans quelques sacs. Et ça ne s'est jamais arrêté. Pierre de Vallombreuse, il y a cette expérience fondatrice, on peut dire, que vous vivez à Bornéo, mais votre lieu, c'est une vallée.
Et j'aimerais qu'on en parle. On a là autour de nous quelques photos que vous avez tirées en grand. Là, je vois notamment des femmes qui marchent le long d'une rivière en mettant les pieds sur des rochers. L'une porte un enfant accroché à sa hanche au milieu de la jungle. Cette vallée-là, vous pouvez nous la présenter? C'est votre vallée? Ah oui, oui, oui. Ben, c'est là où j'ai pu devenir Mowgli d'abord. C'est une vallée qui est au sud des Philippines, dans l'île de Palawan, au sud de l'île de Palawan. Et j'ai fait 20 ou 21 voyages, et j'ai dû passer plus de 4 ans avec eux en tout. Et je l'ai découverte en 87, je pense, ou 88. Après avoir fait mes 2 voyages à Bornéo, chez les Punan, les nomades de l'île, j'ai entendu parler de cette petite vallée, enfin de gens qui vivent dans des cavernes. J'étais aux Arts Déco, il y avait un étudiant anglais qui était là, et j'étais dans un coin comme ça, j'ai dit, oh, c'est pas vrai, si ça existe, c'est pour moi. Et en allant là-bas, je ne savais pas que ça allait devenir l'histoire de ma vie, parce que c'est vraiment une de mes colonnes vertébrales. Je vais dans un endroit, une petite île, très loin, à l'époque il n'y avait pas de route sur le sud de l'île, donc on arrivait en gros, on faisait Paris-Manille, Puerto Princesa, la capitale de la province de Palawan. De là, on prenait un bus, ça s'appelait Charing Bus, qui tombait en panne, crevé 2 ou 3 fois. Donc, pour se faire juste là, un tiers de l'île, traverser pour rejoindre la mer de Chine, et de la petite pause dans un petit port. Il n'y a pas de route. Tout le reste du sud de l'île, il fallait attendre des petites lanchas, les barques à balancier philippins, qui officiaient comme comme les petits bus, ou voilà, c'était l'équivalent, mais en bateau. Donc, s'il y avait des typhons sur la mer de Chine, il fallait attendre. Donc parfois on mettait 15 jours pour rejoindre la vallée. Et puis après, une fois que le bateau vous déposait au bord de la plage, on dormait chez le maire, le mayor de la petit village, de Philippins, des pionniers. Et puis le lendemain on partait dans la vallée, 8 heures, 9 heures de marche, suivant qu'il y ait de la boue ou pas. Mais qu'est-ce qui vous a attiré en particulier chez ce peuple? Parce que depuis lors, vous avez rencontré plus de 40 peuples premiers, comme on dit. Vous avez vécu au Sud-Soudan, vous avez vécu en Papouasie, vous avez vécu au Groenland avec des Inuits, vous avez rencontré énormément de peuples. Qu'est-ce qu'ils avaient de particulier, ces Palawan, qui a conquis votre cœur, quoi? Alors, au début, j'y allais parce que c'était des hommes qui vivaient dans des cavernes c'est une saison cavernicole qui commence pendant toutes les saisons des pluies pour se protéger des typhons et en cas de guerre, ils vont se réfugier dans ces cavernes. Donc pour moi, c'était arrivé dans la préhistoire. Mais si ça existe, c'est extraordinaire, l'homme des cavernes. Donc il y avait toute une valeur symbolique extraordinairement chargée. Donc j'y allais pour des raisons théâtrales, parce que c'est un lieu sublime. Les cavernes sont extraordinaires. Alors celles qui montent aux touristes qui sont en bas ou aux ethnologues, elles sont très jolies, c'est très bien, c'est petit. Mais il y en a, tout se passe en hauteur. Et ça, c'est des grottes secret défense. Il a fallu gagner la confiance de la tribu, que je sois vraiment intégré. Quand je venais avec ma femme, on était tout de suite très bien vu. Un couple, c'est pas la même chose qu'un homme seul. Il n'est pas porteur forcément de menaces ou en preneur de femmes potentielles. Donc on a créé des liens qui fait que peu à peu, ils m'ont montré toutes les grottes les plus incroyables. Donc je vais dans un royaume d'enfants. Moi, j'ai vécu mes rêves d'enfance. Encore Mowgli, là. Mowgli, complètement. C'est là où j'ai pu devenir Mowgli. Ouais. C'est là. En vivant dans les grottes avec eux. Ah oui, je pense que sur les 4 ans que j'ai passé là-bas, j'ai dû passer peut-être 2 ans dans les cavernes. J'ai vécu vraiment 2 ans dans des cavernes. Je n'y allais que pour ça. C'était à la fois les photographier, certes, faire des reportages sur eux, mais c'était aussi vivre avec eux. Oui, c'était vivre. C'était vivre là-bas, c'était vivre ma vie. J'ai fait très peu de photos. Maintenant, je me mords les doigts quand je vois tout ce que j'aurais pu faire en plus. Du moment que j'étais dans la vallée, avec mes amis, dans un endroit beau, sauvage, très dur à vivre. C'est une grande beauté, mais le prix à payer là-bas est beaucoup d'inconfort, malaria, on est malade, il y a des serpents, il y a des trucs, c'est assez infesté. Mais moi, je suis bien dans ces environnements-là, je les connais bien maintenant. Mais qu'est-ce que vous aimez tant dans ces environnements qui font fuir la plupart des Occidentaux qui ne connaissent pas ces lieux? Parce que quand on les connaît, on parle d'enfer vert, de trucs hostiles, il n'y a pas de nature hostile. Quand on parle d'un environnement hostile, on prête un sentiment. Non, il faut juste apprendre dans des conditions qui sont pas les mêmes, donc ça s'apprend. C'est un apprentissage. Moi, ce qui me rassurait toujours quand j'étais dans un endroit comme ça, au début, qui m'impressionnait, c'est de voir des petits enfants. À partir du moment où un petit bébé de 2 ans, 3 ans marche et fait des choses, c'est qu'on peut y vivre. Moi, j'avais quand même, les premières fois, j'avais 22, 23, 24 ans. Je dis bon, je raisonnais comme ça. Oui, mais vous n'aviez pas cet apprentissage qu'ont ces enfants. Ah oui, vous le décrivez dans votre livre, Y a-t-il la lune chez toi? À un moment, vous avez pris une feuille pour vous essuyer. On va être très concret, là. Oui. On va parler cash. Une feuille pour vous essuyer les fesses. Voilà, j'ai appris à me dépendre. Là, ça vous a fait mal. Bah oui, ça m'a fait mal parce que j'étais parti, ça faisait un long séjour cavernicole. Je faisais entendre des descentes
des cavernes pour aller me baigner dans la rivière, parce que vivre dans les cavernes, ça veut dire humidité, poussière qui colle, terreuse comme ça. C'est des conditions pas toujours très agréables. Dans la tête, c'est magnifique, c'est d'une grande beauté. Physiquement, c'est compliqué. Donc je faisais de petites descentes et je me baignais et puis je remontais parce que c'est des ascensions qui durent 3/4 d'heure, 1 heure pour faire ces 2 heures aller-retour en gros pour monter dans celles qui sont très intéressantes, sont loin, dans des passages très dangereux. Et puis à un moment, j'ai pas pris mon papier toilette et j'avais envie de faire mes besoins. Donc j'étais au pied de la falaise, je me mets dans un coin derrière un petit buisson, puis je prends une brassée de feuilles pour m'essuyer les fesses. Et là, ça m'a incendié les fesses. Je me suis dit, est-ce qu'il y a un serpent qui m'a piqué? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'avais pris des loupas, ce sont des orties puissantes qui seraient passées par Tchernobyl, un peu. Elles sont boostées, quoi. On multiplie par 100 Et ça a dû faire rire vos amis Palawan, non? Comme ils m'avaient observé de là-haut, ils ont éclaté de rire. Ils m'avaient regardé. Donc, du coup, maintenant, comme ce sont des gens très moqueurs, on le rappelle tout le temps. Je suis celui qui s'est essuyé les fesses avec des orties. J'ai pas pu m'asseoir pendant une semaine. Mais c'est une anecdote, mais ça en dit long sur finalement l'apprentissage. Il faut tout apprendre à observer dans cette nature, tout qui peut vous nourrir, vous faire vivre et qui peut vous tuer, quoi. Oui, j'aurais pu, il y a des cobras, il y a des vipères arboricoles, enfin, on apprend à vivre avec ces serpents qui sont très dangereux. Moi, en 32 ans de voyage dans des endroits où il y en a beaucoup, parce que j'ai vraiment, pendant les premières années, c'était des zones des forêts. Ça peut être là, les Philippines beaucoup, mais c'était en Malaisie, en Indonésie. C'était vraiment mon territoire. C'est là que je me sens bien. Je me sens énormément bien dans ces forêts. Et, donc effectivement, mais pour revenir à la question, j'avais pas eu le temps de répondre, qu'est-ce qui m'a attiré dans cette société-là? Alors effectivement, il y a un décor extraordinaire. Il y a déjà l'idée d'être dans la préhistoire, d'être dans un lieu unique, un peu hors du temps. Après, on découvre qu'il y a une civilisation d'une grande douceur. Et là, c'est certainement, parmi tous les peuples et les gens rencontrés, la plus belle qui m'a le plus touché. C'est des non-violents, suffisamment anarchistes que pour quelqu'un qui a un titre de juge, de conseiller, il a un petit pouvoir. Mais il a surtout le pouvoir de la ramener, de parler, de dire « je vous conseille de faire comme ça, non, ne faites pas comme ça ». Après, il n'y a aucun pouvoir de coercition chez eux. Il n'y a pas de chef qui domine. Non, il n'y a pas de chef. Et donc, il n'a pas de pouvoir de coercition. Quand vous êtes condamné après, vous avez volé un poulet, on vous a vu, vous êtes condamné à aller, j'ai n'importe quoi, à 1 kilo de riz. Ok, mais si vous le donnez pas, il y aura personne qui va venir vous le réclamer. Vous ne serez pas puni pour ça. Par contre, vous serez mal vu par les autres. On sera mal vu. Donc, on construit soi-même son propre isolement. Et donc voilà, c'est une société douce, anarchiste, très drôle, très poétique, très drôle, sens de l'humour, on se moque tout le temps. Et on dit, ils sont un peu débiles ou quoi, ils n'arrêtent pas de se moquer de l'un et de l'autre, de rappeler, on se donne des surnoms, ils ont beaucoup de surnoms, les plus ridicules possibles souvent. C'est jamais valorisant les surnoms. Mais qu'est-ce qui fait qu'on a des choses comme ça? Et finalement, j'en ai conclu, puis je parlais des ethnologues français, grands spécialistes de Palawan, c'est une forme aussi la vie est dure, les enfants meurent tôt, il y a le paludisme, on a des choses. Donc voilà, il vaut mieux en rire un petit peu. C'est une manière aussi, c'est un déflecteur, c'est pour lutter contre l'ego. Comme c'est une société qui n'aime pas du tout l'ego. Quand on est chaman, les gens vont pas vous dire je suis un chaman, c'est un peu se dire je suis Einstein. Non, je fais 2-3 petites choses, oui un peu, voilà. Un bon chasseur dit oh non, ouais, j'ai un peu de chance et j'ai quelques singes. Voilà, c'est surtout pas la ramener. C'est une société qui lutte contre l'ego. Donc le fait d'être en permanence dans une espèce de moquerie qui peut être usante, moi j'en ai fait les frais. Qu'est-ce qui a fait qu'ils vous ont accepté parmi eux, Pierre de Vallombreuse? C'est une rencontre. Moi j'étais heureux chez eux. Comme je dis, j'ai commencé à venir avec ma femme. Après ma deuxième, j'ai une vie affective mouvementée. Et donc, et puis, j'ai jamais fait de problème. J'étais heureux là-bas. Oui, je reviens. Et revenez, c'est ça qui... Alors, j'ai apporté beaucoup de choses. J'ai équipé des gens en machettes, en marmites et tout ça. Donc, j'étais aussi vu comme quelqu'un qui avait des cadeaux. Beaucoup de cadeaux. Mais c'est normal. Maintenant, j'étais très clair, même maintenant, ça continue. Et puis voilà, donc, ils savent que je m'intéresse beaucoup à leur culture, que je la respecte. On est des amis, je fais un boulot. Et ça, ils se laissaient photographier oui. Facilement. Oui. Après, moi, j'ai jamais eu très peu de convenus à ce niveau-là. J'ai rarement eu des gens qui m'ont dit de pas me photographier. Ça m'est arrivé, mais c'est très rare. Je pense qu'on dégage des choses. Moi, je suis très heureux quand je vais dans des endroits, j'ai aucun jugement. Et j'arrive toujours un peu comme un nouveau-né. Donc, je suis là pour apprendre et tout m'intéresse. J'ai pas rencontré de civilisation, bien qu'il me touche plus que d'autres, mais de civilisation supérieure. Je crois pas à ce concept-là. De toute façon, tant qu'on n'a pas étudié une civilisation, une culture, avant de dire qu'elle est supérieure à une autre, enfin, c'est en dehors de ma manière de penser. Je ne crois pas des êtres supérieurs, des races supérieures, des cultures supérieures. Je pense qu'il y a des diversités.
Je pense qu'il y a des états d'avancement dans la planète qui sont dus à des configurations géographiques qui fait qu'on a bénéficié d'échanges. La technologie s'est développée, on l'a échangé. Puis d'autres, ils étaient en dehors des circuits, isolés, donc ils ont pas reçu. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont moins forts, moins intelligents? Non. Nous, on a progressé à l'échange. Quand les gens disent qu'on doit se fermer, c'est l'échange qui nous a permis d'évoluer. Est-ce que c'est un bien ou un mal, vu ce qu'on fait avec? De temps en temps, on a des doutes. Donc, du coup, je pense que les gens ressentent. Les gens sont avant tout des êtres humains, hein, ils ressentent ce qu'on dégage. Visage RCF. Pierre de Vallombreuse, pendant des années, vous êtes revenu chez les Palawan, et puis il y a un moment où vous avez arrêté. Il y a eu une rupture. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Pourquoi est-ce que vous n'avez plus voulu revenir? Parce que à un moment, j'ai cru que la vallée allait être... j'ai vécu pendant 10 ans, j'allais tous les ans dans la vallée, ou peut-être une fois, je ne suis pas allé pendant 2 ans, mais... Et comme je vous l'ai dit, les 2 premiers voyages, il n'y avait pas de route. Et un jour, après mon plus long séjour dans la vallée, qui était un séjour de 6 mois, en sortant, il y avait la piste. Les tracteurs étaient passés, les bulldozers, la forêt était éventrée sur le bord. C'était la forêt des Basses-Terres, donc c'était des zones des rizières, de forêt. Mais voilà, la route arrivait. Et du coup, les quelques maigres milliers de Philippins qui étaient là, des pionniers qui vivaient dans la misère, c'est devenu des dizaines de milliers qui sont venus de tout l'archipel. Donc, qui dit développement, dit administration, missionnaires, bégaiement de tourisme, enfin voilà. Et du coup, au fur et à mesure, j'ai vu des gens se faire convertir au protestantisme dans la vallée, le plus vénal, le plus horrible personne de la vallée, qui voulait devenir chef de quelque chose, il était très ambitieux. Le problème, c'est qu'il est dans une société où ils veulent pas de chef. Donc quand il a compris que de monde qui arrivait, les protestants, les missionnaires, ils étaient détenteurs de cet pouvoir qui allait les submerger, il l'avait compris, il est devenu pasteur. Du coup, il recevait tous les biens, qu'il lui redistribuait ou pas. Et donc c'est pas la foi qu'il a étouffé. C'était plus la patte du gain et du pouvoir. Et donc je me suis dit, cette société que j'aime plus que tout, où j'ai pu être heureux et où j'ai pu vivre mon rêve. Il me le cassait, mon rêve. Mon rêve était détruit. La vallée était plus étanche, il vivait plus ces montagnards Palawan qui vivaient tranquillement. Et là, vous avez fui quelque part. Alors après, j'ai pas eu le courage de voir la destruction de l'endroit que j'aimais le plus. Donc j'ai décidé de dédier ma vie à montrer toutes les misères et les souffrances, les combats que vivent les peuples autochtones en hommage à ma vallée. Donc je suis allé voir les génocides du Sud-Soudan, des Dinka, enfin la tentative de génocide ou de massacre en tout cas à grande ampleur, les conflits de plus d'1 million de morts, c'est une guerre terrifiante, insurrection zapatiste, les problèmes des Amérindiens au Canada qui se suicident, le plus fort taux de suicide chez les enfants au monde, c'était chez les Inuits du Labrador. Donc j'ai été montrer tous les problèmes et les misères que je pensais qui pouvaient arriver dans cette vallée-là. Donc on peut dire que votre vocation de photographe spécialisé vers les peuples premiers, vers la destruction du mode de vie de ces peuples, ça s'enracine là, dans votre vallée, dans cette histoire. La dimension politique. Avant, c'était du rêve. C'est-à-dire, pas du rêve, mais un mélange de rêves, un peu des jolies photos colorées pour Géo, où on fait rêver les gens avec des cultures, des rituels, des fêtes. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que les gens que je photographiais étaient tous menacés dans leur territoire, leur identité. Ils étaient victimes de racisme, de spoliation, de déforestation, enfin, ils perdaient tout. Donc à un moment, je me dis, est-ce que je continue à faire rêver en disant, allez, on va tous aller voir là-bas la fête des bananes ou la fête de la pluie ou la déesse et tout ça, alors qu'en fin de compte, leur actualité, c'était qu'ils étaient agressés. Donc puis ça n'a aucun sens. Et si les êtres que j'aime, je suis pas capable de les défendre, à un moment, on se retrouve face à soi-même. Alors j'étais nourri aussi. Déjà, c'est l'expérience personnelle, et puis après des lectures très fortes comme Michel Léris, L'Afrique fantôme, Claude Lévi-Strauss, bien sûr, Triste Tropique, qui reste un de mes livres. Une grande admiration pour lui. Oh oui, c'est le livre, pour moi, c'est un des plus grands livres qui existent et qui devrait être lu dans toutes les écoles. On devrait... Rapidement, qu'est-ce qui vous a enseigné d'essentiel, Claude Lévi-Strauss? En entrant, j'ai vu sa photo, là, pareil, dans votre bibliothèque. Cet homme vous a beaucoup marqué, ce grand anthropologue. Qu'est-ce qui vous a fait comprendre d'essentiel sur ces peuples dits premiers ou primitifs? Une extrême curiosité, insatiable et gourmandise de comprendre la diversité humaine. Et il a dit cette phrase, on ne peut pas prétendre qu'il y ait une société supérieure à une autre, ce sont simplement des gens qui ont répondu d'une façon différente à la vie sur Terre. Et c'est toute cette multiplicité des réponses à la vie sur Terre qui m'intéresse.
Et je comprends, il faut chérir cette diversité. Il n'y a pas une réponse, les réponses sont multiples. Et donc, c'est ça, donc cette gourmandise de comprendre l'autre dans toutes ses diversités et de voir comment les gens sont adaptés là, qu'est-ce qu'ils ont développé. Donc voilà, c'est une immense curiosité sur le genre humain et surtout qu'il était curieux de tout, aussi bien de musique que de peinture. Voilà, on a quelqu'un qui avait une extrême gourmandise et voilà, c'est une ouverture au monde. Pierre de Vallombreuse, pendant plusieurs années, vous allez devenir photographe de guerre. C'est-à-dire que non seulement vous partez à la découverte de différents peuples au mode de vie traditionnel, mais là vous rentrez dans des guerres, que ce soit, vous en avez énuméré certaines, vous êtes allé au Sud-Soudan, vous avez été en Papouasie-Nouvelle-Guinée côté indonésien, vous avez été au Chiapas, au Mexique, en Colombie. Vous avez été à ce moment-là ce qu'on appelle un photographe de guerre, immergé dans les guerres. Pourquoi vous avez fait ce choix ? Alors, ça avait commencé, je voulais retrouver la guérilla papou, que personne ne parle, c'est très difficile de les trouver, très dangereux. Pas eux, mais parce que l'armée indonésienne vous le loupe pas à ce moment-là. Et parce que faut savoir que l'Irian Jaya, la moitié ouest de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, était envahie par l'Indonésie. En années 62, massacres, envahis, il y a des millions de Javanais qui viennent piquer les terres des Papous, extermination, torture, enfin voilà. Et il y a une petite guérilla qui résiste héroïquement, très difficile à trouver, aucune chance de succès. Et donc j'ai fait un long travail là-bas. Et j'ai réussi à les trouver, faire des photos. Et puis quand je suis rentré, j'ai divorcé de Douja, qui était ma première femme, avec qui on avait lancé plein de voyages ensemble. On a eu des années passionnantes de voyages, dans la vallée, partout. Et très très belle époque de ma vie. Et donc je pense que je vais être suffisamment désespéré, malheureux. Et donc tout d'un coup il y avait le conflit zapatiste. Et donc j'avais besoin peut-être d'aller frôler la mort d'une certaine façon, d'aller la côtoyer. Et donc mais d'y aller d'une manière un peu héroïque, avec des idéaux et un peu naïvement comme ça, pour un petit peu tromper mon désir peut-être de disparaître ou je sais pas. Donc du coup aller témoigner des atrocités que l'homme commet pouvait être une sorte de diversion, et en même temps ça a été une quête, une immersion. J'ai pu aller assez loin, j'ai vu des choses terribles et je me suis arrêté à temps, parce que c'est un voyage dont on ne revient pas, ou mal, ou cassé. Quand on est photographe de guerre face à des horreurs comme vous avez vu, c'est terrible ce que vous décrivez parfois, des gars qui jouent au foot avec des têtes décapitées. Enfin bref, on pourrait raconter beaucoup d'horreurs que vous avez vues. Ça j'ai entendu, je l'ai pas vu ça. Mais j'ai vu des choses dans le même acabit. Votre appareil photo vous protégeait ? Oui. Il me permettait de photographier certaines scènes où quand je les regardais comme ça, des corps éventrés avec qu'on ramenait sur la place, qu'on montrait aux familles. Et des choses comme ça, en état de putréfaction, avec les gens qui se penchaient pour essayer de les reconnaître tellement ils étaient méconnaissables par la pourriture et par la décomposition, que effectivement là j'ai failli tomber dans les pommes. Devant mon appareil devant moi me permettait de regarder, de faire des images et puis de justifier ma présence là. Sinon qu'est-ce que j'ai à faire ? J'ai pas là pour regarder, donc il faut témoigner. Et du coup ça permet de justifier, tenir. C'est ce qui permet de tenir, de se dire qu'on est là pour témoigner et dénoncer ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui protégeait votre âme à ce moment-là, ou votre intérieur ? Parce qu'il y a deux choses. Il y a justifier sa présence, faire son métier, et puis tout ça, ça s'imprime en vous, toutes ces images. Oui, on vit toute sa vie avec. Vous vivez encore avec ça ? On vit toute sa vie avec ça, et c'était de témoigner, de dire qu'on va dénoncer. C'est la seule chose qui me permettait de tenir devant quelque chose comme ça. Il y a des gens qui s'en sortent différemment, c'est des questions de sensibilité. Mais Pierre de Vallombreuse, il y en a qui s'en sortent pas. Il y a beaucoup de photographes de guerre qui se sont suicidés, qui sont tombés dans des dépressions terribles, dans des chocs post-traumatiques. Vous, qu'est-ce qui vous a fait tenir ? Je crois que d'abord j'ai arrêté au bon moment. Je voyais, c'est un peu comme un vase qui s'est fêlé. Quand on le met on le voit, il est beau, et puis si on le met à la lumière, il y a des fêlures. J'ai vu mes fêlures, je me suis dit, avant de me briser, il faut que j'arrête. J'aurais continué, je serais parvenu. Je le sais que je serais parvenu. Donc je l'ai senti, c'est une pulsion de vie. Autant je peux avoir des moments où je vais... Il y a un moment où vous avez senti, vous vous souvenez ? Après que je me sauve, oui. Et c'était où ? C'était quand j'ai rencontré ma deuxième femme. Et donc là, j'ai senti que j'avais un choix à faire. Je revenais de Colombie. J'avais vu avant, en Colombie, j'ai vécu très intensément. J'étais avec des paramilitaires de la Légion Centaure et des choses comme ça. Donc c'était extrêmement intense, très dangereux. Et
C'est un reportage qui aurait pu, qui a failli marcher très très bien, mais j'étais pas là quand Newsweek voulait en faire un de ses reportages principaux du numéro de fin d'année, qui était les numéros de Newsweek et de Time Magazine, c'était les plus lus de fin d'année, où il y avait les plus gros portfolios. Après, on n'a plus qu'à avoir un fax ou un répondeur, tout le monde vous l'achète, toutes les grands magazines sont derrière pour vous le prendre, et vous êtes lancé. Et moi, j'étais parti au Canada, j'avais mal réglé mon téléphone balbutiant portable, et quand je suis revenu, j'avais ça, ils me disaient, voilà, on le veut pour ça. Au début, je leur avais montré, ils m'avaient publié une petite vignette, et après, on me dit, voilà, c'est pour les reportages de fin d'année. C'est le Graal. Financièrement, tout d'un coup, comme tout le monde vous l'achète, on gagne des sous, et vous êtes propulsé au firmament des grands photographes du moment. Et du coup, après, on peut bosser avec tout le monde. Des gens qui vous ignoraient avant. Et heureusement, alors quand je suis rentré de ce voyage chez les Inuits, je me suis dit, j'étais vraiment effondré. Je me suis dit, zut, une opportunité comme ça se représentera pas. Et puis, après, je me suis dit, mais heureusement. Parce que qu'est-ce que j'aurais fait? C'est bien, peut-être que j'aurais eu un coup de fil. En plus, les conditions de travail pour Times Magazine, c'est avion, l'argent, un hélicoptère. Donc, on vit dans une affluence d'argent, de possibilités, de visibilité. Il m'aurait dit, faites ça, on vous envoie là, et on devient le type du moment, on fait ça, et puis je serais peut-être parvenu psychologiquement intact des autres expériences. Le reportage de trop. Oui, le reportage de trop. Et d'ailleurs, j'avais un scoop. Je devais photographier la guérilla urbaine de l'ELN. Il y a les FARC et l'ELN, et deux guérillas de l'extrême gauche de Colombie. Je devais les photographier dans le bidonville, qui est Ciudad Bolívar, qui domine Bogota. Ils tiennent tout ça. Et je devais arriver à Bogota, ils allaient venir me chercher, on me mettait dans le coffre d'une voiture, je rentrais anonymement. Je passais 5-6 jours, je photographiais tout ce qu'ils font là, comment ils tiennent Bogota, ils sont au-dessus. Et après, on m'exfiltrait au Venezuela, parce que forcément, j'aurais été repéré par les services secrets colombiens. Tout ça dans l'anonymat. Et là, j'avais un scoop mondial encore. Et on a échangé des trucs, ils me disaient, on vous attend. Et j'ai dit non. J'ai simplement dit que c'était mon journal qui voulait plus m'envoyer là-bas. Et pour moi, c'était le voyage de trop. Tanto anhelé, tanto esperé, que al fin se ha marchitado mi esperanza. Mataste de una vez mis ilusiones con 2 palabras escritas en tu carta. Carta fatal que hizo temblar mis manos y abraza mis sentidos como flama, quemando los plumones de mis alas con el fuego fatal de tus palabras. Pierre de Vallombreuse, quand on a vu tout ce que vous avez vu lors notamment de cette période de reporter de guerre, toutes ces souffrances que vous avez pu voir, et surtout comment l'humain est capable de faire supporter à d'autres des choses horribles, quel regard vous avez sur l'homme aujourd'hui? Malheureusement, j'ai fait ces voyages pour trouver de la beauté dans l'humanité. C'était une des premières motivations. Au début. Puisqu'elle ne m'a pas été donnée dans mon enfance, donc je voulais la voir après. Et on en revient un peu désabusé, malheureusement, parce que cette beauté, elle est très rare, elle existe, suffisamment pour vous maintenir encore et se dire que on doit continuer à se battre et à espérer, parce qu'il y a des gens extraordinaires sur tous ces chemins. On voit des gens fabuleux, tel ce prêtre catholique, là, dans une mission en Papouasie-Nouvelle-Guinée, à la frontière avec l'Irian Jaya, la partie colonisée, qui avait compris exactement ce que je n'étais venu faire. J'étais venu en tant que étudiant, je faisais un peu de photos pour vaguement monter un projet humanitaire, et je savais que l'évêché s'occupait des camps de réfugiés papous qui avaient fui, qui étaient à la frontière, et que là, il y avait les bases arrières de l'OPM, qui est la guérilla. Donc, j'avais une chance d'y aller. Il me dit, viens, ok, on va te montrer des choses et tout ça. Et puis, je dis, voilà, on va faire un petit dossier, puis peut-être on trouve un peu d'argent pour un projet culturel. Puis, il m'emmène et tout ça. Et puis, donc, j'arrive dans ce camp. Il y avait 2 sœurs qui étaient là pour prodiguer des soins. Ils faisaient un petit peu une petite visite humanitaire. Puis, à un moment, il me tape sur l'épaule, il me dit, tiens, il y a quelqu'un qui veut te parler. Puis, d'ailleurs, de moi, il y avait les représentants de l'OPM, qui est la guérilla papou. Il avait compris ce que je voulais faire, et ce type, sans rien dire comme ça, défendait la cause des plus... donc le père Gros, qui était un type extraordinaire. Donc, voilà un exemple. Des exemples qui vous ont redonné confiance en l'homme, mais globalement, beaucoup de déceptions sur la condition humaine.
Regardez, quand vous regardez les nouvelles, tout ce qui se passe autour de vous, on ne peut être que globalement très déçu et exceptionnellement rassuré. Et c'est valable partout, tout le temps. Et donc, malheureusement, j'aimerais avoir un regard plus... Alors c'est vrai, quand je pense à mes petits Palawans, avec leur mesquinerie, leur jalousie comme n'importe... Je trouve que c'est une société qui limite énormément les dégâts. Et Alors ça, c'est intéressant ce que vous venez de dire là, parce que vous n'aimez pas du tout qu'on infantilise les peuples premiers comme on est. Et vous dites, faut arrêter d'idéaliser ces peuples premiers, il faut les regarder tels qu'ils sont, avec leur humanité, avec leurs bons côtés, leurs mauvais côtés. Vous trouvez qu'on caricature un peu ces peuples que l'on trouve parfois... Totalement. Et ça continue, ce qui est très dommage, c'est qu'on continue, malgré toutes les avancées, malgré tous les travaux d'anthropologie, l'accès à ces savoirs, les émissions de télé, c'est toujours montré sous un angle exotique, voire infantilisant. Genre des sociétés, un groupe, une tribu qui vous accueille comme ça. Oh, on vous aime, on fait tout avec le sourire. Enfin, il y a que les enfants qui font ça. Ça n'existe pas. Après, il faut pas confondre le sens de l'hospitalité, ce qui est autre chose. Mais on réduit ces gens-là à des grands enfants qui seraient tous ébahis, trop contents de vous recevoir. Ils sont vénales, ils attendent du fric. L'émission, là, en terre inconnue. Voyage en terre inconnue. Mais ils sont payés, mais ils sont ultra payés. On les voit d'ailleurs, les sourires. Moi, quand j'en connais des endroits, on sait que les gens, c'est le jackpot, mais c'est le super loto. Ils ont gratté le gros ticket. Pour vous, cette émission est un exemple de une sorte de manipulation de notre regard sur ces peuples premiers. Oui, que vous on continue bien. l'exploitation des peuples premiers, dans le sens que ça permet de faire beaucoup d'argent. C'est-à-dire que la production a gagné beaucoup d'argent, et on continue. Les peuples premiers ont été vus soit comme on leur pique leurs terres, donc on fait de l'argent en cultivant leurs terres, on en fait des esclaves. Les Espagnols ont asservi toute l'Amérique du Sud, toutes les tribus pour travailler dans les mines, n'importe où. Et là récemment au donc Soudan, là, c'est donc pas voilà, le passé. voilà, et ça continue de tout le temps. C'est cette espèce d'utilisation de ces gens-là pour des fins financières ou de pouvoir. Mais là, cette émission télé qui ravit des millions de spectateurs en France, Voyage en terre inconnue, vous dites c'est une autre forme d'exploitation. Oui, parce qu'on continue à véhiculer une image de grands enfants. Donc on est dans une espèce de néocolonialisme non assumé. Ils sont gentils, nous reçoivent avec le sourire. Non, ils ont été payés pour être gentils. Tout est scénarisé en fait. Hein. Oui, c'est écrit, il y a des équipes, ils peuvent pas se permettre, ils ont un truc, ça coûte un fric fou pour faire un truc comme ça. Donc, effectivement, on donne une image et les gens leur demandent d'être gentils et de vous recevoir, tout vous montrer. Mais on débarque pas chez les gens comme ça en disant, regarde, je m'appelle Pierre, vous allez tout me montrer. Non, ça ne se fait pas. Je passe 15 jours avec vous. Et vous montrez tout. Imaginez tout. Quelqu'un arrive comme ça chez vous. Pourquoi eux le font? Si on peut imaginer que eux font des choses que nous, on ne fait pas, c'est qu'on est dans une projection, on infantilise. Et comme le rapport infantilisant, les sauvages étaient vus comme soit des suppôts du diable, si on était sous le prisme des missionnaires religieux, soit des grands enfants qu'il fallait éduquer. Et là, c'est la même chose. On les réduit à ça. C'est pas des gens où on dit, tiens, on va passer 6 mois avec vous, on va apprendre, on va vous suivre, et ne faites rien pour nous. On va suivre qui vous êtes. Et vous êtes très critique aussi. Donc, effectivement, il y a des photographes qui font ça. On trouve, les tour opérateurs vendent ça aussi. On est toujours dans une utilisation, et on n'est pas dans la rencontre. Et ça aussi, vous l'avez vu sur place, Pierre de Vallombreuse, à de nombreuses reprises, une sorte de business du primitif. Bien sûr. On organise des tours pour les touristes, pour leur montrer le bon sauvage qui est là. Et là, vous dites, mais tout ça est faux. Tout ça est faux. Vous l'avez vu très souvent. Oui, mais je l'ai vu en Tanzanie, notamment avec les Adzabés, des nomades. Moi, j'ai pris le temps. J'arrivais tôt le matin et tout d'un coup, on entend les quelques Adzabés ont un campement. Ils sont là pendant la saison touristique. Quand ils sont en permanence là-dedans et chaque groupe dépend de quelques tour opérateurs. Les tour opérateurs, on préempte certains groupes où ils vont envoyer 3, 4, 5 fois des 4x4 qui vont venir. Avec tout d'un coup, les Adzabés, ils entendent le bruit. Ils arrivent, ils mettent des pots de singe sur la tête qu'ils ne faisaient jamais avant. Il y a de temps en temps des gens Ils enlèvent vite le t-shirt. Non, ils en gardent des t-shirts, ils sont en short, ils se mettent pas trop. Mais ils se mettent 2, 3 petits trucs dessus, une petite peau de singe sur un t-shirt. Ils vont faire une danse, tout le monde danse la main, alors que ça n'existe pas chez les Adzabés, ils ne font pas les danses comme ça. Touristes, c'est sympa, on a fait la ronde de l'amitié, ça n'existe pas. Et en plus, il y a des gens qui sont des ivrognes du coin, qui sont pas du tout des Adzabés, qui sont qui sont des gens du village, et qui sont des pochetrons, parce qu'ils, du coup, avec l'argent, les quelques dollars qu'on leur donne, ils fument de la drogue, ils boivent, et c'est souvent
pour certains, c'est des toxicos qui sont là à attendre et qui viennent et puis ont une petite leçon de tir à l'arc. Et moi, j'avais toutes les images, je passais toute la journée avec eux. Effectivement, c'est un tour au père, c'est un primitif business. Et ça, du coup. Et ça existe dans beaucoup d'endroits sur la planète. Partout. C'est rarissime que ça n'existe pas, que les gens. Alors c'est des business. Alors en même temps, on peut dire que les Maasai font leur business. Puis, en tout cas, beaucoup de Maasai on tire bénéfice direct de l'argent. Au moins, il n'y a pas l'intermédiaire. Et $50. Moi, j'avais été photographier des Maasai pour un reportage. Ils disaient $50 et toute la journée. J'ai filé $50 et après la barrière était cassée dans le sens que elle était ouverte. Il avait avec son argent et je pouvais faire ce que je voulais et lui continuer sa vie. Il était comme ça, donc mais au moins je dirais qu'il y a du producteur au consommateur. Il n'y a pas ce côté, cette illusion que vous est vendue avec un tour. On a l'impression que rien n'a été, que tout est frais. Mais Pierre de Vallon-Rose, est-ce qu'il existe encore aujourd'hui sur la planète des peuples qui vivent de manière totalement traditionnelle, coupée de la modernité ? Alors ça, il reste quelques petites poches en Amazonie, peut-être en Papouasie-Nouvelle-Guinée dans les grandes forêts. Il y a quelques autres comme ça, on sait, ou plus ou moins. Alors il faut savoir que les peuples qui sont non contactés, il faut pas les contacter. Je me suis toujours refusé, j'étais pas loin, j'aurais pu vraiment faire quelques scoops. Mais un peuple non contacté, c'est un peuple qui nous fuit les étrangers. Ils savent, eux nous voient, eux nous observent. Ça existe encore. Oui, ça existe. Quelques-uns. Après, il y a des gens qui sont plus ou moins contactés dans des choses. Et la modernité a déteint sur pratiquement partout. Après, il y a des gens qui résistent plus ou moins, qui font des syncrétismes. Il y a des évolutions. Moi, je m'intéresse beaucoup à ce que c'est qu'être autochtone maintenant, à syncrétique. Quand on est avec les Inuits, c'est des gens qui ont des ordinateurs, des écoles, des lycées, des médecins, des avocats, les Navarros. On est au cœur de la modernité. Mais chez les Navarros, il y a un retour assez fort et l'identité Navarro est toujours vivace. Après, c'est des syncrétismes. Ils agglomèrent des choses et ils en ressortent quelque chose. Après, il y a des peuples qui sont dissous complètement. Et voilà, il y a plein de formes comme ça. Après, il n'y a pas vraiment de peuple non. Enfin, il reste, comme je dis, c'est 2-3 petites poches. Avant, il y a encore 50 ans, on pouvait aller de manière plus large, encore aller dans des endroits où même s'il y avait eu des contacts, l'influence, l'interaction était tellement petite qu'ils continuaient à avoir une vie, je dirais entre guillemets, préservée de l'influence extérieure, plus ou moins. Mais ça, je n'ai pas pour moi, je n'ai pas de regret là-dessus. La modernité m'intéresse énormément. Savoir comment on est un Indien dans une réserve aux États-Unis avec Internet et tout ça, c'est notre histoire, c'est notre contemporain. Je n'ai pas de nostalgie. Je suis pas pour les peuples fossiles, les endroits. Regardez, on les observe comme ils sont, ou tout d'un coup, non, l'homme doit évoluer comme il a envie. Faut pas lui imposer. C'est la seule chose sur laquelle je m'élève, c'est quand on impose aux gens des changements dont ils ne veulent pas, ou un rythme qui les fracasse. Pierre de Vallon-Rose, dans le travail que vous menez, vous montrez aussi une certaine forme d'autodestruction chez certains peuples. Par la drogue, par l'alcool, par la violence, par les suicides. Vous avez parlé des Inuits au Groenland. Vous avez fait tout un travail sur les Bajau, les peuples nomades de la mer, entre les Philippines, l'Indonésie, des peuples même certains apatrides, avec des enfants qui sniffent de la colle. On sent qu'il y a un côté dramatique et chez certains, une forme de destruction. Oui, ce qui se passe, c'est que quand des peuples perdent des repères, leur identité, une autonomie, un rôle. Imaginez dans les années 50 des tribus de nomades, de trappeurs du Grand Nord canadien qui vivaient encore quand même assez en autonomie. Un père de famille, il avait un rôle, il avait une place. Il assurait la subsistance, tout le monde. Donc ils avaient une identité. Et tout d'un coup, on prend les enfants, on les emmène dans des pensionnats, ils sont violés par des prêtres pédophiles, battus, s'ils parlaient leur langue, séparés pendant des années. Cette génération revient. C'est la génération de maintenant qui
violence domestique, alcoolisme, syndrome d'être né de parents alcooliques. On a des dégâts, taux de suicide énormes. Mais vraiment, c'est terrible. Violence intrafamiliale terrible. C'est des gens fracassés parce qu'ils ne sont plus rien. Tout d'un coup, le gamin, il voit son père diabétique qui reçoit un SMIC minable parce qu'il peut plus chasser tout ça. Il dit mais papa, t'es quoi? Regarde. Et lui, ce qu'il voit à la télé, c'est quoi? Des mecs en bagnole, c'est des winners, c'est des trucs, c'est des. Papa, t'es une merde. En gros, tu vaux rien parce que regarde, t'es là obèse dans ton truc. Donc quel référent? Alors qu'avant, son père dans un autre moment, c'était le type qui allait chasser, qui ramenait la viande. Et ils étaient. Donc c'est normal. Tout d'un coup, les gens, ils sont quoi? Ils se posent c'est quoi leur devenir? Le Canada est très d'une extrême violence très douce. Dès qu'on rentre à l'intérieur, parce qu'il n'y a pas de fait saillant, on voit pas. Sauf si on se balade le soir tard en plein hiver quand il fait froid, on voit des gens qui sont morts congelés parce qu'ils sont tombés si on tombe dessus, ou des suicides, des disparitions. Il y a des histoires. Mais comme tout est plus ou moins ripolliné un petit peu comme ça, c'est pas cru comme si on va dans d'autres pays où tout va se voir, ça c'est extérieur. C'est une violence très sourde comme ça, très discrète, mais très profonde. Donc c'est qu'effectivement chez les Bajau qui sont passés du nomadisme à la sédentarisation, pas forcément forcés, mais parce qu'ils ne peuvent plus vivre du nomadisme, et puis la région est devenue dangereuse, trafic, piraterie, guerre, les extrémistes musulmans de Jolo, qui sont alliés à Daesh, là, Abu Sayyaf, donc c'est dangereux. Donc effectivement, ils se retrouvent dans des espèces de bidonvilles lacustres, où ils sont plus grand chose, et là, la drogue, c'est comme partout, hein, c'est comme des jeunes en perdition, tout d'un coup on a plus de repères, et donc... Alors, comment vous vivez ça, Pierre de Vallombreuse? Vous êtes parti, vous, avec le rêve de devenir Mowgli, dans la jungle, dans la beauté, dans l'émerveillement que vous nous avez raconté au début, au bord de la rivière, la brume qui se levait, la gentillesse de ces peuples qui vous accueillaient avec leur humour, leur anarchisme. Et puis vous voyagez autour de la planète, vous en avez côtoyé plus de 40 de ces peuples différents, et beaucoup sont dans des phases de déclin, de disparition, d'intégration, entre guillemets. Comment vous vivez ça aujourd'hui ? Après tant d'années. Il faut se faire une raison. Je pense que c'est accepter l'évolution comme ça, qu'effectivement j'avais encore... C'est une évolution, ça. Ce qu'on peut se rassurer en parlant comme ça, c'est... Je sais pas trop à quoi vous répondre quand vous parlez de ça. Effectivement, il y a l'émerveillement. Je reste toujours quelqu'un de très curieux, c'est ce qui me maintient. J'ai envie de voir, de comprendre des choses. J'ai plus d'illusions, j'en ai zéro. J'ai perdu toutes mes illusions dans effectivement ce beau départ qui était un fleuve prometteur de plein d'aventures et d'expériences qui ont existé. J'ai vécu des choses extraordinaires chez les Yi en Chine, enfin des rencontres extraordinaires, des rencontres humaines. Et c'est peut-être ces rencontres. Ce qui permet, c'est les rencontres, c'est les quelques êtres extraordinaires que j'ai rencontrés. Des rencontres comme ça où tout d'un coup se crée une amitié extraordinaire avec des gens, un Yi, à Mentawai. Chez les hommes fleurs extraordinaires qui pleurent quand je m'en vais, et je me dis tiens, il y a eu des très très belles rencontres, et je tiens grâce à ça quelque chose qui me réconcilie avec tout ça, parce qu'effectivement on pourrait se dire tiens, il est parti avec plein de rêves, plein d'aventures, ma vie fait rêver tout le monde, et c'est vrai que c'est une vie extraordinaire, d'une richesse. C'est une vie incroyable quand on lit et notamment votre autobiographie, là, y a-t-il la lune chez toi, on voit tout ce que vous avez vu comme expérience, c'est vrai que c'est une vie pleine d'aventures, et puis en même temps il n'y a pas de la nostalgie, il n'y a pas, comment dire, une sorte de regard, triste sur ce monde qui est en train de disparaître, sur ces mondes, cette richesse de la diversité dont vous nous parliez tout à l'heure, qui est en train de disparaître. Totalement. Alors ça, c'est une des grandes tristesses, effectivement, de ce constat après ces 34 ans, et je vais continuer, bien sûr, je ne peux pas m'arrêter, mais c'est de se dire qu'on n'a pas pu préserver un trésor extraordinaire, hein, où il y avait de l'enchantement. Vous l'avez préservé quelque part par vos images, vos images. Oui, je l'ai fixé, c'est ma mémoire, je sais que ça me rassurait personnellement, je me dis oui, quand je regarde tout ce que j'ai vécu, c'est extraordinaire. Et c'est assez accepter qui on est, c'est ça la grande, qu'on peut pas, j'avais beaucoup d'illusions, et il faut accepter peut-être qui on est, les hommes, voilà, on est fait de beaucoup plus de destruction qu'autre chose. Et aussi bien dans mon quotidien à Paris, où je suis avec des amis, il y a des gens exceptionnels. Et oui, je pense à Salgado, un autre grand photographe, qui a, comme vous, voyagé, photographié, témoigné d'hommes, de femmes en souffrance, situation aussi de guerre. Et à un moment, il pouvait plus. Il pouvait plus, et ce qui l'a sauvé, c'est de reboiser, de retourner sur la terre de ses parents, et puis de replanter des arbres. Oui. Ouais, enfin, à la bordure de l'Amazonie, ouais.
Et vous, alors, je dirais, qu'est-ce qui peut vous construire ou vous reconstruire? Qu'est-ce qui peut me construire, me reconstruire? C'est retourner à Baguera? Retourner au Pays Basque? Peut-être. J'ai travaillé sur ma terre natale, effectivement. J'ai beaucoup travaillé, j'ai fait des longs voyages, j'ai photographié. C'est peut-être là, c'est dans la transmission. C'est donner aux gens. J'ai investi beaucoup dans les milieux scolaires à des moments. Là, j'ai photographié une école pendant 2 ans, un professeur à Portland dans une école. Donc, je m'urbanise. Voilà, je suis sorti de ma jungle, moi. Et pour venir, j'ai travaillé pendant 2 ans dans une école qui a été créée par des femmes afro-américaines pour donner aux enfants noirs un environnement où ils ne sont pas victimes de racisme. Il y a des blancs, il y a des latinos. Et j'ai assisté aussi à la naissance d'un prof qui était débutant, qui s'est cassé la gueule la première année. Ça a été très dur pour lui. Et donc, pendant 2 ans, j'ai chroniqué une classe. Et ça va sortir dans un livre aux Arènes Reporters, une nouvelle collection qu'a lancée Patrick de Saint-Exupéry, sur cette histoire-là. Là, je vais suivre, normalement, on attend la réponse, mais normalement, c'est bien parti, un commissariat en France de police pendant 2 ans. Donc oui, je ne rêve plus. Vous sortez de la jungle. Je sors de la jungle. Enfin, pour entrer dans des jungles urbaines, quoi. Exactement, je continue la même exploration du genre humain. Et là, par contre, dans parce que effectivement, ce que j'ai connu, je le retrouverai plus. Alors, je crois que c'est toujours, je me méfie toujours des gens qui disent oui, mais avant c'était mieux. Je dis pas que avant c'était mieux, mais c'est vraiment des mondes qui ont basculé et que seuls les grands voyageurs peuvent s'en rendre compte. Quand on était très loin dans des endroits comme ça, où il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les téléphones portables, l'aventure est extraordinaire. Au XXe siècle. Ouais, au XXe siècle. Le XXIe siècle, c'est homogénéiser tout. On est tous connectés et on partage tous, je dirais, en règle générale, la même médiocrité culturelle, qui sont les contenus déversés partout, de consommation bas de gamme. On n'est pas dans l'évasion, dans l'émerveillement, la curiosité et pousser la réflexion. On est une espèce de soupe monstrueuse qui se déverse partout. On est connecté partout pour ne rien savoir et tout savoir en même temps. Et ça, avant, non, ça n'existait pas. Donc, quand on partait au fin fond des Moluques, qu'est-ce qui vous sauve de l'amertume? Qu'est-ce qui vous sauve de cette nostalgie d'un temps meilleur que vous avez connu et qui n'est plus? Toujours l'aventure, des aventures possibles. Il y a de toutes les façons. Je pense qu'à chaque époque, il y a eu des désillusions, des espoirs perdus, mais qu'il y a toujours quelque chose à voir, toujours quelque chose à rencontrer. Il y a toujours des combats à mener. Et faire rencontrer des gens. Là, si j'arrive à témoigner du travail des policiers pendant 2 ans, je ne suis ni un fan de la police ni contre. Je ne suis je suis pas contre, je suis contre les sociétés sécuritaires, mais c'est une fonction incontournable parce qu'on est qui on est et qu'il y a beaucoup de gens très méchants, mauvais, et qu'on a besoin de gens pour nous protéger, parce qu'on oublie que la police est là pour nous protéger. Donc j'ai envie de comprendre. Et avec eux, je vais descendre dans les noirceurs de l'âme, parce qu'ils sont dans la noirceur au quotidien. Donc moi, c'est les aventures, c'est rencontrer, témoigner, c'est ça qui me tient. Je suis pas j'ai un peu de nostalgie, j'ai pas vraiment d'amertume, et j'ai des regrets par rapport à ce que j'ai vu. Et effectivement, on pouvait tous trouver une petite vallée, un endroit. Maintenant, c'est très difficile. Le taux de pollution, de contamination est phénoménal. Le réchauffement climatique bouleverse beaucoup de choses. Donc, mais l'aventure humaine est toujours là. Mais vous pensez sincèrement que ces peuples premiers, je cherche toujours le mot, je ne sais pas quel est le juste. On ne va pas dire peuple primitif, on dit les peuples premiers, les peuples origines, enfin, je sais pas comment vous les appelez, vous. Alors on dit, il y a les peuples autochtones, c'est ce qui a été accepté pendant la décennie sur les peuples autochtones aux Nations Unies, où ils ont débattu. C'est un trompe, parce qu'il y a plein de choses. On dit peuple indigène, et alors suivant l'histoire coloniale, un peuple indigène en Afrique, c'est des relents de colonialisme. Oui. Donc on dit First Nation, Première Nation, on peut dire peuple premier. Au premier, c'est une hiérarchie que j'aime pas trop. Mais voilà, sinon peuple autochtone. Alors on va dire les peuples autochtones. Est-ce que vous pensez vraiment que ces peuples autochtones sont appelés à disparaître définitivement ou pas? Attendez, je vais citer ce que vous écrivez dans votre livre. Un peuple qui n'évolue pas court à sa perte. Un peuple qui évolue jusqu'à renier sa propre culture disparaît également. Quand je lis ça, je me dis, qu'est-ce qu'ils ont comme possibilité? L'entre-deux, qui est tout d'un coup de laisser les gens, alors d'abord, s'ils sont d'un point de vue numérique suffisamment important, c'est-à-dire une population, quelques millions de personnes, et qu'on ne leur impose pas un changement en disant, vous arrêtez de parler votre langue, on va enseigner la langue. S'ils peuvent garder les deux, tout d'un coup, on fait des syncrétismes. Et donc, on peut, comme par exemple chez les Inuits du Groenland, c'est un pays qui va peut-être accéder à l'indépendance.
Et du coup, depuis qu'il y a ce référendum et tout ça, on sent qu'il y a des choses qui reviennent. La langue est de plus en plus parlée. Il y a des retours possibles. On croyait enterrer des choses, mais les gens sont très résistants. Il y a une résilience. Et on a des retours. Les Navarros la culture Navarro est importante. C'est quand on va là-bas, on voit des Hoganes, on se dit c'est pas, et ils vont faire leur rituel. Et c'est extrêmement présent. Moi, j'ai fait avec la police Navarro tribale. Il y avait un policier. Et Tony Lerman a écrit plein de livres. Je ne sais pas si vous en avez lu. C'est le grand sur des romans de policiers qui se passent dans la réserve Navarro. C'est un érudit, un universitaire, et qui est un grand écrivain de polar. Et tout se passe où il y avait ce dialogue entre un flic qui est complètement athée, Navarro, et un autre qui est dans la tradition. Et donc, comment un flic qui est dans la tradition Navarro, sachant que les Navarros c'est des grands guerriers, mais ils ne supportent pas le contact avec les morts. Donc, comment un flic qui doit faire de temps en temps aller ramasser un mort là, faire des choses, c'est se faire des rituels de purification avec des sorciers qui le ruinent et tout. Et donc il vit son truc. Et j'ai rencontré un flic qui avait la même chose et qui lui aussi me dit moi, du coup mes collègues, ceux qui sont athées, dès qu'il y en a qui sont croyants dans la croyance Navarro, on les envoie pas sur un lieu de mort parce qu'ils vont devoir se faire des rituels de purification pour pas être hantés par l'âme du mort et tout ça. Donc ça existe. Donc on a dans certains endroits des retours, comme le retour au pouvoir en Bolivie par Evo Morales. C'est le premier pays au monde où tout d'un coup les autochtones sont redevenus maîtres chez eux parce qu'ils se sont réveillés un jour, du jour au lendemain, on leur a dit vous êtes plus maîtres chez vous. Oui, puis vous êtes des esclaves en plus. Ah bah vous avez tout perdu ce jour-là. Donc Evo Morales, moitié Aymara, moitié Quechua, retour. Donc il y a des endroits où c'est possible. D'autres vont disparaître complètement, et puis des syncrétismes, voilà, on est dans une grande perte de diversité, mais on peut pas, leur histoire n'est pas figée, il y a des retours possibles. Pierre de Vallombreuse, on pourrait parler pendant des heures de tous vos nombreux reportages à travers le monde. Je sais que vous aimez beaucoup les autres photographes et les autres voyageurs. Votre bibliothèque ici me le montre. Je vois le livre de Nicolas Bouvier, l'intégrale de Nicolas Bouvier. Nicolas Bouvier a écrit un jour « Si on ne laisse pas au voyage le droit de nous détruire un peu, autant rester chez soi. » Qu'est-ce que tous vos voyages ont détruit en vous ? Ils ont détruit beaucoup de choses et ils ont enrichi en même temps. Donc Alors d'abord détruit et après enrichi. Détruire déjà, physiquement déjà, je me suis explosé un pied, j'ai des fragilités physiques. Des fois j'ai la chance de pas avoir plus. J'ai un début de gang, j'aurais pu venir. Voilà, donc il y a des fois on a des moments comme ça. C'est des illusions. Oui, c'est des illusions sur des choses. Quand on voit certaines horreurs et des choses comme ça, on est un petit peu, on perd une certaine. Moi, je fonctionne vraiment dans les deux. Ce qui me sauve toujours et où je fonctionne, c'est que j'ai à la fois la vision noire, la lumière et la noirceur qui cohabitent. C'est les deux choses. Blanc, quoi. Oui, le noir et le blanc. On a ces deux choses. Donc, effectivement, des illusions. Il y a des chagrins dont on se remet pas. C'est des pertes avec des gens qu'on a aimés. Et à contrario, qu'est-ce qui a été construit d'essentiel grâce au voyage chez vous ? Un appétit de voir et de comprendre. Toujours renforcé. Et témoigner pour ça. Donc ça, j'ai toujours ça. Et de façon la plus simple possible. Pour ça, pour moi, le voyage, c'est partir avec un sac. Moi, je suis comme ça. J'ai un sac, mon sac photo, et je reste. Voilà, il est là. Mon sac est toujours prêt. Tout prêt. Voilà. Vous me l'avez montré en arrivant. Merci beaucoup de votre accueil, Pierre de Vallombreuse. Je renvoie à vos livres de photographie d'abord, et notamment Bajao, que vous avez publié récemment aux éditions de Juillet. Et puis il y a Peuple, qui est ici, là, juste à côté, aux éditions Flammarion. Et puis je renvoie à ceux qui veulent mieux connaître encore votre parcours incroyable. Y a-t-il la lune chez toi ? Une question qu'un jour un I vous a posée. Et c'est aux éditions Le Passeur. Merci Pierre de Vallombreuse. Merci beaucoup, merci à vous. Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, assistante de production Laurence Bocard, réalisation technique Philippe Faure.